Alors, au préalable, je souhaiterais dire quelques mots sur notre si cher collègue et ami. Alors, nous gardons à l'esprit sa profonde bonté, son sourire, son empathie pour tous, constamment prêt à aider les recherches et travaux des uns et des autres, et apporter un réel soutien dans la vie de certains. Gérard a su tant prendre soin des autres. Sur le plan scientifique, les discussions étaient fructueuses, car il avait un esprit très clair. Sur le plan technique, ses solutions étaient originales et innovantes. Gérard a fait des recherches très poussées dans de nombreux domaines, abordant avec une vue toujours originale les thèmes d'études. J'insiste beaucoup sur l'originalité de la façon dont il étudiait une question. Son travail donne ainsi de vrais espoirs pour l'amélioration de l'efficacité vaccinale et aussi dans le traitement des cancers. Ses idées étaient si innovantes et sa curiosité scientifique si grande que Gérard était en avance sur ses pairs. Il fut le chercheur parfait qui a travaillé dans l'unique but de faire progresser les connaissances dans des domaines si variés, sans jamais faire passer d'intérêt personnel. La générosité du partage de son travail avec les autres et dans ses publications montre son souci constant de la continuité des recherches possibles pour permettre d'aller ensemble toujours plus loin. Gérard a été si brillant tout en restant humble, ce qui caractérise les plus grands. Nous te remercions infiniment, Gérard, pour ce que tu nous as apporté, transmis sur le plan scientifique et humain, et ce que tu laisses aux plus jeunes générations. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est un essai de physique théorique, pardon. Le vide, l'énergie et la matière, un essai de physique théorique. Voilà. J'ai trouvé que ça habillait bien le texte, en fait. Ah oui. Autant le titre que le sous-titre, d'ailleurs. Oui. Qui va bien avec la modestie dont vous parliez, un essai, bon. C'est un essai très solide, mais c'est un essai, bon. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire des recherches jusqu'à la publication, en fait? Eh bien, je pense qu'il y avait vraiment deux sujets, enfin entre autres, deux sujets qui l'intéressaient, c'était le cancer et la matière, le vide, l'énergie et la matière. Il est tombé par hasard sur un livre qui s'appelait L'éther, qui avait été écrit par un monsieur qui s'appelait Bourbon. Quand il a trouvé ce livre, il était vraiment très très heureux, c'était un hasard complètement. Et il l'a lu, relu, et à partir de là, il s'est mis à chercher, à réfléchir, etc. Tout a commencé là. Enfin, tout a commencé là, c'est pas tout à fait vrai, puisque dans sa jeunesse, il était déjà motivé par ce sujet-là. Mais le fait de trouver ce livre par hasard, ça a été un plus, forcément. Vous pouvez nous l'exposer un petit peu, ça? Nous expliquer, en fait, dans les terres et tout ça voilà. Je peux vous dire que, on voit, je peux l'emprunter une seconde. Bien sûr. On voit justement cette idée, l'idée de l'éther comme une espèce de support de toutes les rayonnements, tous les événements physiques a été abandonnée. Mais et elle était très présente souvent dans l'histoire de la physique à de nombreux moments, qu'il cite d'ailleurs de façon très, très documentée. Et donc alors, ce que j'ai cru comprendre en feuilletant le livre assez superficiellement, je dois quand même l'avouer, c'est qu'il a l'idée de cette pression de l'éther, un peu comme s'il y avait une soufflerie, quoi, qui va expliquer un certain nombre
de phénomènes, de formules qu'on retrouve d'ailleurs, et qu'il retrouve très brillamment dans le livre, et qui sont connues de la physique actuelle. Donc c'est en ça que c'est un beau morceau de théorie, parce que il passe en revue beaucoup des phénomènes qui nous sont chers, y compris par exemple les expériences de double fente de Jung, etc., qui, vous savez, où on dit quand on essaie d'avoir une interprétation tous les jours en disant que la particule passe par les deux trous à la fois, quoi. Voilà ce que j'ai cru comprendre du livre, et bon, c'est quand même un bel essai, quoi. Il appelle ça un essai, c'est un bel essai. Et c'est bien que ça soit là, parce que comme vous le dites, et il n'y a pas de raison d'en douter, il y pensait toujours, quoi. Newton disait, on avait demandé à Newton comment avez-vous trouvé la gravitation universelle, il disait en y pensant toujours. Donc certainement, ça le travaillait, depuis longtemps, et il avait trouvé ce livre qui avait pu l'accompagner un peu, donc c'est bien que ça ait pu trouver une forme aboutie pour que plus tard quelqu'un reprenne, et bon, c'est la chaîne des connaissances qui n'est pas interrompue. Il y a un texte très à la mode en ce moment qui dit, mais beaucoup mieux que je vais le faire, rien c'est pas rien, on l'entend assez couramment sur les radios, en disant que rien c'est important. Il est assez en phase avec ce livre. Voilà, en tout cas, avec cette conception-là que le vide est constitué de ces corpuscules, ça lui permet en fait d'expliquer toutes les forces qui existent en physique, donc les forces magnétiques, nucléaires, la gravitation, enfin toutes les forces. Et c'est quelque chose qui n'a, en fait, je crois, jamais été vraiment fait. Et donc il voulait le faire d'une façon mathématique. Et un jour, il nous a dit, voilà, j'ai trouvé. Il était allé au bout de ses équations. Ça a pris encore des années, mais voilà, il avait cette explication-là. Et il s'est dit, ah bah mince, alors ça va pas être simple parce que ça va pas être accepté, ça. Cette explication-là, ça va pas le faire. Parce que l'éther, c'est... Enfin, rien que le mot d'éther, ça ferme énormément de portes. Cette conception que le vide est fait constitué de ces corpuscules, c'est quelque chose qui n'est pas du tout admis. Voilà. À l'heure actuelle. Oui, à l'heure actuelle. Ça l'a été il y a longtemps, mais il n'y a jamais eu de calcul mathématique à partir de ça. C'était que des choses qualitatives, donc, et ça a été abandonné. Il a repris tout ça point par point et il a réfuté tous les arguments qui avaient été donnés à l'époque où ça a été abandonné. Et dans ce livre qu'il avait trouvé, le sage et d'autres théoriciens en fait, ne faisaient pas du tout tous les calculs en fait. Ah non, c'était qualitatif essentiellement. Mais ça lui a demandé beaucoup de calculs. Parfois il arrivait dans une impasse, mais il avait toujours de la ressource. Quand ça n'allait pas, bon, il laissait cette hypothèse-là et puis il repartait dans une autre pour voir si ça allait aboutir. Il savait rebondir. Voilà. Et quand il arrivait à un résultat, ben évidemment il était content. Alors on partageait ça. On imagine. C'est une proposition qui est extrêmement solide au point de vue mathématique. Après, si quelqu'un s'en empare, il va vouloir trouver des expériences qui valident l'hypothèse un peu. Mais il y a des précédents qui sont célèbres. La théorie des cordes, par exemple. Personne n'a jamais vu de cordes. Vous entendez parler partout de théorie des cordes. Donc, oui, je sais qu'il en parlait d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui doit arrêter. Mais à ce moment-là, on se dit, tiens, la théorie des cordes est une théorie mathématique, dans le fond. Et là, bon, à un moment donné, peut-être quelqu'un aura besoin de retrouver cette hypothèse de la pression de l'éther par des microparticules, s'emparera de ça, accolera ça à des choses qui sont à la mode. Et donc, c'est pour ça que c'est bien que le livre soit là. Aujourd'hui, on parle de matière noire, mais ça fait un peu penser à ça aussi. La matière noire que tout le monde soupçonne et que on pensait que c'était vide et finalement il y en a partout. Mais il faisait partie d'associations, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les Canadiens qui font des recherches alternatives. Oui. Les dissidents. Ouais, des physiciens, des dissidents, ça je trouve ça très chouette. Parce que justement,
ils n'appartiennent pas à une école particulière et c'est des gens qui ont forcément un regard un peu plus large. Et puis dans les intuitions aussi, la double hélice d'ADN. Eh ben, justement, j'ai retrouvé la réponse de Watson. Bah oui, parce qu'il nous l'a montré, moi j'ai vu une fois la lettre. Tu l'avais vu? Oui. Moi, je vais dire rapidement de quoi il s'agit. C'était il y a longtemps, c'était dans les années 70. Il s'était intéressé à la structure de l'ADN, la double hélice. Ça avait déjà été découvert donc, par Watson et Crick. Et Gérard prenait des petits bouts de laine, toujours pour faire des modèles, qu'il mettait en hélice, quoi. Enfin, il faisait des hélices avec ces bouts de laine. Et ce qui l'intéressait, c'était la réplication de l'ADN. Et avec son modèle, il disait, c'est vraiment pas possible qu'il y ait uniquement une hélice droite, il faut qu'il y ait une hélice gauche pour que ça se sépare. Alors, à l'époque, il ne publiait pas, il n'essayait pas de publier, mais il écrivait aux gens enfin aux professeurs, aux scientifiques, qui traitaient ce sujet, c'est-à-dire qu'il a écrit à Watson en exposant cette idée-là. Et Watson lui a répondu, j'ai la lettre ici, je l'ai retrouvée ce matin, la réponse de Watson. Alors, c'est en anglais, si quelqu'un peut la lire. Cher Monsieur Berger, je regrette de ne pas avoir répondu plus tôt, mais au laboratoire de Cold Spring Harbor, j'ai été soumis à beaucoup de travaux, je dirais, et ce n'est que maintenant que j'ai eu le temps de regarder à ce courrier qui ne peut pas être lu très rapidement. Maintenant, excusez-moi, je traduis comme ça. Hein. Ayant regardé votre hypothèse de façon plus approfondie, je voudrais vous écrire que je pense qu'elle pourrait être juste. Mais toutes les hélices d'ADN doivent, pour de solides raisons stéréochimiques, être right-handed, donc avoir le côté droit. Et de cette façon, j'ai peur qu'il y a peu de possibilités que vos schémas pour la réplication de l'ADN, le crossover et la transcription puissent être corrects de la manière que vous le prédisez. Néanmoins, je suis impressionné par votre persistance à suivre et à approfondir votre hypothèse et j'espère que vous trouverez la possibilité de travailler dans un laboratoire où you can be taught, on puisse vous apprendre quels faits livresques sont réellement durs, je dirais, solides, qui, certains jours, pourraient, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, pourrait devenir ce qu'on ne suppose pas généralement. Voilà. Vous voyez, donc, je m'excuse, ça veut dire que finalement, il ne croit pas directement à cette proposition, mais il pense qu'il pourrait, voilà, il n'élimine pas la possibilité que ça le soit, quoi, je veux dire. Même il est assez positif en la matière. Voilà, excusez-moi. Et bon, Johnson Selway, Watson, directeur du Cold Spring Harbor Laboratory, c'est pas n'importe quoi. Paul Matisse, oui. Vous aviez connaissance au laboratoire en fait des recherches pas du tout, que Gérard faisait. Non, il faisait déjà beaucoup de choses à Saclay, donc mais Guy en a très bien parlé, donc c'est pas la peine de me redire. Mais non, c'est vrai que c'était pas du tout connu, toi du moins. Non, mais c'est sûr. Non plus. Non. Dans son quotidien de biologiste, il n'y avait pas des liens avec toute cette physique. Non.
Alors, la version numérique du livre, elle est sous quelle forme? C'est un PDF ou c'est quoi? Oui, je crois que c'est Ouais. un PDF. D'accord. Et donc, ce sera mis à disposition dans les... Normalement dans les bibliothèques, et donc c'est présent normalement dans les universités. C'est vraiment ce qui nous a poussé à éditer là chez l'Harmattan aussi, c'est que ça puisse être présent dans les universités aussi étrangères. Voilà, que ce soit disponible. À l'étranger, mais il sera en français. Pour le moment, il sera En français, oui. Il y a des sites, qui sont tirés du livre. Il a traduit en anglais des chapitres tirés du livre et c'est devenu des sites sur Internet. Il y a un site qu'on peut penser. Oui, avec le titre, oui, on peut trouver. D'accord. Voilà. Ok, oui. Mais il aurait souhaité que d'autres équipes... Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, sur d'autres sujets aussi, il avait cette idée-là. Il espérait que d'autres chercheurs s'emparent de ce qu'il avait fait pour la physique. Et c'est de la biologie, sur les vaccins et les virus. Les vaccins, oui. Il a fait un article publié, dans un journal qui s'appelle Médicale Hypothèse, un sujet sur les anticorps, les vaccins, et avec, comment dire, des conséquences sur l'efficacité vaccinale, avec des propositions de traitements possibles pour les maladies auto-immunes ou pour améliorer l'efficacité vaccinale.